Est-ce que ça va? Oui. Merci vraiment de s'être déplacé pour cette journée. Donc la suite de la demi-journée qu'on a eue le mardi passé. Donc aujourd'hui c'est la démonstration qu'on va faire la visite des parcelles qui ont été implantées depuis 2011, 2012 et 2016 ici. Et donc on va voir Madame Sinijana du CEROM qui est coordonnatrice de RPBQ, Réseau des plantes bio-industrielles du Québec, qui va nous faire la présentation. Et comme avec les différents cultivars qui ont été testés, et vous allez voir par vous-même c'est quoi le potentiel. Et n'hésitez pas à poser des questions, donc j'espère que vous allez apprécier. On a un petit groupe, c'est quand même intéressant d'avoir de bonnes interactions pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne cette culture pour essayer de la valoriser dans notre région. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je laisse la parole à Madame Sinijana. Merci beaucoup Aïtre. Je voudrais commencer par la présentation des produits fabriqués à partir de paniques érigées. Ça, c'est les granules fabriqués des paniques érigées par Norman Caron. Elle a une petite mini-usine dans sa ferme. Donc, vous pouvez toucher, c'est vraiment pas de poussière, vraiment très propre. Mais malheureusement, la machinerie coûte très cher, environ 300 000 $ pour fabriquer des bonnes granules. En Europe, il existe une machine déjà qui fait la récolte et tout de suite sur place, il donne les granules. Donc, c'est les granules qui sortent déjà. C'est plus lent, mais c'est possible à faire. Est-ce que ces granules sont 100% panique? 100% panique. Très, très, très propre. J'ai visité son usine, c'est vraiment un très bon produit, j'étais impressionnée. Donc, puis j'ai parlé des éco-composites, si vous vous souvenez, que c'est comme polymère. Et ici, c'est un exemple de Miscanthus, mais c'est pareil pour le panique. On peut rajouter de 10, 15, 20% de biomasse. Donc, la biomasse, c'est comme 100% utilisée. 20% de biomasse, c'est 80? 80, c'est polyéthylène. Polyéthylène. Oui. Mais c'est quand même, ça devient populaire aussi pour la fabrication des pièces d'automobile. Puis le produit que j'ai amené encore, je crois que c'est mon préféré. Moi aussi. Oui, c'est ça, moi aussi. Donc j'aimerais un jour vraiment organiser un atelier, un événement et fournir le repas, les frites, tout ce que vous voulez dans les barquettes fabriquées de paniques érigées. Donc c'est quand même beau, regardez, même la couleur elle est vraiment très belle. Et c'est fabriqué où présentement? Ça, c'est en collaboration avec les chercheurs d'Innofibre. Ils ont une bonne installation, une usine pilote qui est unique au Canada pour faire ce genre d'études. Mais comme vous voyez, il a un peu de petits trous, mais c'est juste l'ajustement qu'il faut faire. Allez-y avec le sac aussi. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Une petite photo, j'aimerais la voir. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il résiste à l'humidité? Pour l'instant, ce n'est pas encore testé. Donc, on a besoin vraiment de financement pour lancer un plus grand projet. Donc, c'est vraiment les chercheurs d'Innofibre, ils ont fait les tests selon les normes. Et ça, c'est vraiment le marché, je crois, qui est le plus prometteur pour l'instant. Puis, c'est recyclable, biodégradable, compostable. En effet, on récolte la biomasse, on fabrique ces produits, puis ça revient dans la terre. Voici le cycle de CO2. Chaque produit devrait être optimisé selon les besoins de l'industrie qui possède déjà machinerie, le procédé pour développer leurs produits, les rendre au marché. Donc c'est toujours l'optimisation qu'il faut faire. Mais c'est un potentiel quand on regarde le reboisement bon potentiel. Et les paniques érigées. Parfois on se dit, est-ce que on fait le reboisement, on fait le panique érigé? C'est l'exemple de produit qui conjugue les deux. Et un excellent produit. On fait le panique, on arrive à un produit intéressant. En effet, je crois qu'il y a plein de produits qu'on peut faire à partir de biomasse de panique érigée. Ça dépend des formes de moulage. Donc ça peut être les pots, les petits pots pour les plantules ou autres. Donc, mais c'est vraiment ce que l'usine peut fabriquer. Donc c'est le moulage. On peut anticiper dans toute une épicerie, toutes les... C'est ça, c'est ça. Peut-être encore pour la viande, peut-être moins, là, ça dépend si... Mais pour les légumes, ou les légumes vendus au Québec, légumes fruits, puis les fraises, je crois que pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a une idée du coût de fabrication?
Pour l'instant, non. Ça n'a pas été encore évalué. Mais c'est pour ça que j'ai demandé, on avait une bonne collaboration, donc ils ont fabriqué comme exemple des bons produits qui peuvent être. Maintenant, on cherche le partenaire industriel potentiel qui pourrait investir un peu. Et c'est ça la beauté de la recherche qu'on peut appliquer à différents fonds gouvernementaux, mais en appliquant le partenaire industriel. La beauté, c'est que l'industrie investit un peu, mais elle obtient déjà le procédé développé. C'est les chercheurs qui vont travailler, développer le procédé pour eux, selon leurs besoins. Donc, c'est ça. Selon leur type de machine. C'est ça, leur type de champ. Parce que chacun vraiment a la différence. C'est comme vous tous, vous connaissez que la plupart des gens travaillent plus avec le bois ou les résidus. Donc, leur procédé est déjà adapté pour ça, mais pas adapté pour le panique. Probablement, il a les ajustements à faire. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que ça a déjà été évalué de produire ce type de produit-là à partir de plusieurs, comme du lin ou de tout combiner ce genre de production-là ensemble? Oui, à ma connaissance, je ne sais pas, mais dans ma vision, c'est ce qui doit être fait parce que c'est diversifier la biomasse, je veux dire diversifier la source de matières premières. Donc, combiner et voir qu'est-ce que ça donne. Mais la beauté, c'est vraiment si on pourrait faire le mélange. Des côtés des producteurs, pourquoi? Parce que si une plante il a une sécheresse, donc elle n'a pas poussé pas de biomasse, il a un autre, ils peuvent remplacer. Et c'est ça comme genre on peut appeler composite de différentes sources de biomasse. Donc c'est ça la beauté. Je crois que c'est possible à faire un mélange, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Mettons qu'on voit vraiment dans le temps, là, parce que nous, au niveau de chacune des MRC, on a chacun nos spécificités. Comme nous, au Témis, c'est vraiment plus la panique érigée. Au niveau de la métisse, ils se sont lancés plus dans le lin. Est-ce que de faire quelque chose au niveau territorial Bas-Saint-Laurent où on pourrait regrouper l'ensemble des intrants de production, ça pourrait être une stratégie? Ben, en effet, c'est la stratégie à venir. Puis, M. Bellec, je ne sais pas s'il l'a mentionné ou pas, mais il voudrait, sa vision, et je partage son point de vue, d'installer une mini-usine de défibrage par région. Par région. Pas une grande, une seule au Québec, mais vraiment par région. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'évaluer la superficie des paniques érigées actuellement qu'on a, la superficie en friche qui était déjà faite. Merci beaucoup, Maxime. Donc c'est vraiment important de savoir comment on peut élargir la superficie parce qu'il s'agit de dizaines de mille tonnes de biomasse nécessaires pour fabriquer à plus grande échelle. Donc chaque usine a vraiment besoin, écoutez, pour la production, disons, de bioéthanol ou autre, 200 000 tonnes annuellement. C'est beaucoup. Donc, mais pour une petite usine par région, je crois que c'est possible. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment bien évaluer le potentiel. C'est la superficie qu'on a, vraiment, vous voyez, ça prend du temps d'implanter le panique quand même. Mais pour, disons, M. Bellec, il a besoin aussi d'adapter sa technologie, il a les normes qui existent. Donc, si on travaille des deux côtés, on va arriver un jour, je l'espère. Ici, c'est les paniques de 2011, donc c'est pas, on va voir ça à la fin. Ben, comme vous voyez, regardez, il pleuvait, ben, il a l'averse. On va passer à côté entre le panique et le soya. On va commencer par les plus belles parcelles. Ah, ça, c'est la Donc, on est sur le site du Sérum, à la Pocatière, pour regarder les différentes variétés que Roger Sampson de RIP Canada a développées récemment. Donc, cette variété était implantée en 2016. On a septième année, on a septième année de croissance. 2016, c'est 5 ans. Ah, pardon, 5 ans. 5 ans de croissance, mais quand même, on a de bons résultats déjà. Pour la bordure, toujours, c'était pris Kevin Rock. Kevin Rock, c'est un cultivar polyvalent. Il est bien adapté à différents types de sols et il donne assez bon rendement. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise comme témoin pour comparer différentes variétés et il est dans la bordure. Le suivant, c'est Blue Jacket 6. Blue Jacket, c'est une variété développée par RIP Canada, donc on voit quand même qu'il est assez bon. Il donne sûrement, on va voir Symbiose plus loin, mais il est pareil à Summer. Summer est ici.
Donc son rendement, ben, vous voyez la hauteur et le rendement est beaucoup plus bas. Donc un des principes de faire la sélection, c'est pour obtenir bien sûr le rendement plus élevé, plus résistant à l'averse, puis réduire la dormance des graines. Donc c'est quand même un bon cultivar, mais pas encore commercialisé. Est-ce que vous traces de forêt qui était peut-être sujet aux maladies? Oui, c'est Sunburst. Sunburst qui est plus... Pas celle-ci. Non, en effet, je vais vous dire une bonne chose pour cette région. J'ai fait le suivi de Tilletia que je vous ai parlé lors des présentations. On n'a jamais vu cette maladie à la Pocatière et à Normandie. Pourquoi? Parce que les champignons aiment la chaleur et l'humidité. On ne voit pas ça ici. On n'a jamais vu, jamais observé. Donc c'est la bonne chose, même si cette maladie pas si connue comme les autres peut-être. Et on suppose que ça vient vraiment, la contamination vient par les semences. Si les semences sont contaminées, c'est comme ça se propage. Mais même à ça, on n'a jamais vu. Donc Kevin Rock, c'est aussi assez sensible à la Tilletia, mais on n'a jamais vu. Puis c'est sporadique. La présentation que j'ai faite, c'est vraiment quelques particules, mais c'est sporadique. Si c'était une vraie infestation, ça pourrait être comme moitié des parcelles. Mais pour l'instant, on n'a rien à craindre, mais en même temps, on n'a pas de fongicides homologués au Canada. Donc il faut vraiment, je suggérerais plutôt faire attention. Juste faire attention et aviser les conseillers du MAPAC ou même moi pour si jamais vous voyez le cas. Quelles seraient les caractéristiques que je verrais sur le plein s'il y avait des champignons? Les symptômes? Oui, les symptômes. D'habitude, c'est la panicule qui sort plus haut, il est plus haut que les autres, presque des fois. Donc plutôt en juillet peut-être, disons en juillet. Ce que vous voyez, que quelqu'un vraiment, c'est visible, c'est vraiment visible, c'est plus haut et vous allez voir, les spores remplacent les graines, c'est vraiment brun. Puis quand vous écrasez, ça va sortir les spores, les petites spores. Ça devient comme brun noir. En effet, c'est bien décrit dans le guide de production. Il y a des belles photos et les indices, mais on fait on fait le suivi quand même, juste pour mieux étudier. Peut-être on va faire, on va continuer à faire le dépistage. Ben, sinon, si tu permets, c'est ça, je pourrais t'envoyer parce que moi j'ai fait le suivi. Moi j'ai le protocole de suivi, comment le détecter. J'ai fait le suivi ici. J'ai fait le suivi chez M. Lebel, Fraisier Lebel. Donc quand je faisais le dépistage, donc je pouvais t'envoyer c'est comment identifier ça. Même quand on était j'étais allé chez vous, j'avais regardé. Parce que tu n'avais pas expliqué qu'est-ce que je regardais au niveau des panicules, mais j'ai observé un peu ces aspects. Il y a un protocole là-dessus. Mais le dépistage, c'est important vraiment de faire le suivi plus tôt. Je veux dire, comme de temps en temps, aller voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est vraiment très visible quand les panicules sont comme pas encore là, mais l'autre, il sort, il est vraiment plus haut, puis c'est vraiment très visuel. Mais quand il a déjà comme en fluorescence, le panique en floraison et tout, on ne voit pas vraiment bien. Vraiment, c'est parce que tout est déjà là. Puis la couleur est mauve, brune, c'est difficile à distinguer. Il faut vraiment avoir un bon œil comme le pratique. Mais je vous souhaite pas d'avoir cette pratique, mais quand même. Puis, Ça impacte le rendement? Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, moi je crois pourquoi? Parce que c'est plus chaud. Puis dans notre région, c'est pas plus chaud. Les champignons n'aiment pas le froid, ils ne vont pas pousser. Les autres, ils observent des baisses de rendement? 40%. 40%. Ça peut être, mais pour l'instant, on n'a jamais vu. C'est d'autant plus important que ne connaissant pas l'impact réel de cette maladie au niveau des rendements, au niveau de l'utilisation, il faut continuer par la suivre, surtout la documenter. Je pense que c'est pour quand même essayer de bien suivre l'évolution de cette maladie. Oui. C'est à la fois au niveau des semences, les producteurs de semences, de faire le dépistage régulier pour s'assurer qu'il n'y en a pas. Ouais. Et aussi développer un protocole au niveau de l'évaluation de la qualité des semences. Une fois Qualité récoltées, des semences, avant de le exactement. distribuer, qu'on s'assure qu'il n'y en ait pas pour amener ça ailleurs. Mais ce qui serait intéressant aussi d'évaluer, on regarde ça, le tillétier à la charbon de tête sur
sur le panique érigé, est-ce qu'il y a un potentiel que ça affecte d'autres cultures aussi? Il faut évaluer ça parce qu'on parle en termes de rotation. Donc c'est une graminée, est-ce que ça peut pouvoir affecter d'autres cultures à ce niveau? Donc ça, c'est des éléments qu'il faudrait continuer par creuser. Là, vous avez parlé d'alimentation des vaches. Imaginons qu'un champ de panique érigé, là, quand on fait notre première coupe, j'ai peut-être ça de là. Si je le fauchais, c'est quoi les nutriments qu'il y a pour les animaux? C'est pas pour donner uniquement le panique érigé aux animaux. Une vache, il mange beaucoup. Ajouter dans le ratio. Pourquoi c'est suggéré à faire? Pour éviter la mastite, parce que le panique érigé il est riche en fibres et faible en potassium. Donc ça donne une bonne qualité de lait. Puis ça réduit pour éviter la fièvre du lait. Donc c'est pour ça. Pour les vaches laitières, puis c'est recommandé pas dépasser plus qu'1 kg par jour pour une vache. Il ne faut pas partir non plus en panique parce que pour le moment, on n'a pas vraiment des cas. C'est ça. Oui. C'est du panique, mais il ne faut pas paniquer. Des cas pandémiques. C'est ça, il ne faut pas partir en panique avec ça. C'est des choses qu'on veut documenter. C'est juste pour s'assurer qu'on produit de la culture de façon sécuritaire. Oui. Donc c'est tout simplement ça. Le protocole d'échantillonnage aussi dans les semences, c'est important. Donc c'est comme on le fait dans les autres cultures, dans les autres semences. C'est comment faire mon protocole pour avoir un échantillon représentatif va m'amener à avoir plus de chances de détecter la présence de la maladie. S'il y a un protocole, celui qui fournit la semence, il faudrait l'appliquer. C'est approprié que lui le fasse pour être sûr qu'il y a une certaine certification de la qualité du produit. Avant tout aussi, c'est pour cette personne, c'est sa crédibilité, c'est aussi son marché aussi qu'il faut aller viser. Donc je pense qu'il y a avantage à la fois pour cette personne de faire ce dépistage et à la fois à ceux qui produisent de faire le feedback pour dire est-ce qu'on a eu des problématiques de ce charbon de tête pour que lui puisse se dire mais comment il va faire pour gérer ça là-bas aussi. Aux États-Unis, ceux qui l'ont, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est recommandé, en effet, c'est d'utiliser plusieurs cultivars, faire le mélange. Ce qui est plus résistant aux maladies, c'est comme le numéro 1, utiliser le cultivar qui est plus résistant aux maladies. C'est pour ça que Roger travaille sur ça aussi, donc on voit qu'on n'en a pas. Puis, il recommande aussi faire la rotation, sauf qu'avec le panique qui a 10 ans de production, on ne peut pas faire la rotation. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, je crois que pourquoi on a observé, parce que les variétés initiales étaient importées des États-Unis. C'est le écotype Upland, donc c'est sûrement là quelque part qu'elle commence la maladie. Mais... Il n'y a pas un mur. Oui. Donc, c'est ça. C'est des hypothèses qu'on émet. C'est ça. De dire que probablement ça vient de la semence, mais on n'a pas la certitude que dans les champs dans lesquels on a constaté ça, il n'y avait pas déjà le champignon en tant que tel. Donc, c'est des hypothèses qu'on essaie de vérifier, c'est d'où ça vient. Mais comme je dis, ce n'est pas une problématique. On n'a pas encore constaté qu'il y a des baisses de rendement, baisses de qualité liées à ça, mais c'est juste que c'est par prévention qu'on va, mais il faut le suivre cette maladie. Donc je pense que c'est... Oui, c'est plus quelqu'un qui fait de la semence qui va avoir plus d'impact parce que pour pouvoir vendre, je pense que là où il va falloir travailler, mais quelqu'un qui fait de la biomasse, si ça n'a pas d'impact sur d'autres cultures ou que ça finit par disparaître, en réalité, tu récoltes ta biomasse, mais il faut penser aussi à l'utilisation s'il n'y a pas d'impact ultérieur, donc là, c'est là qu'il faut vérifier. Mais c'est des hypothèses, moi, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut observer à la loupe. Là. Moi, c'est vraiment le protocole d'observer. Tu prends les panicules, tu observes ça à la loupe. S'il y a la présence de la maladie, tout de suite, tu le vois. Là. Fait que le plus sensible, le cultivar le plus sensible, c'est Sunburn? Parmi ce qu'on présente avec les étiquettes, il n'est pas sensible. Il est résistant à la maladie, donc ne vous inquiétez pas. Puis faites confiance à la nature, au froid dans la région. C'est ça. Parfois, on a... Puis, le réchauffement planétaire. On va confronter avec le panique érigé. Donc ça, c'est le croisement de Kevin Rock avec High Tide. Kevin Rock, comme je dis, c'est comme il est notre témoin partout. Il est quand même donne un bon rendement. High Tide, le nom parle, il est plus haut, puis vous voyez, il a les feuilles larges, mais quand même, je crois qu'il a l'outalage,
J'ai bien dit? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui Roger Samson voudrait, il a déjà développé les variétés qui avec le talage réduit, une graine en tige. Donc, on avance ici. Donc, ça c'est Big Rock, dérivé de Kevin Rock. Comme vous voyez, il donne un bon rendement. Il est le plus haut. Ben, on observe un peu l'inverse parce que son témoin, Kevin Rock, c'est le bordure, mais vous voyez, la différence là, c'est quand même remarquable. Mais il est bon. Vous voyez, c'est jusqu'à là. Si quelqu'un veut prendre la photo, prenez ici. Pour vous, c'est plus tendance qu'on va aller le regarder parce qu'il est plus actif, 5 jours plus tôt que Kevin Rock. Mais je crois que, Norman Caron, elle a observé un peu de verse. Même il est résistant à la verse, mais quand même, il a observé qu'il y en a par rapport à Big Rock. Mais demain matin, là, je passe la faucheuse dans le Big Rock, dans le pied-là, il va sécher le printemps prochain, mais je le roule, il va être aussi beau. Quel est le côté maturité? Mon objectif, c'est pas de ramasser de la semence. C'est ça. Donc, celui-là, il serait plus avantageux parce que je donne plus de matière. Voilà, je crois que c'est plus à vous de choisir selon vos besoins et tout. Moi, j'essaierais comme faire le mélange. Comme je parlais tantôt à Yitre, juste faire un essai avec, vous achetez les semences séparées, comme on vend les cultivars, mais mélanger Sundance avec Big Rock. Si pour vous, ce n'est pas principal que ce soit vraiment une variété, juste une seule variété. C'est juste comme la paille. Les deux sont bonnes. Comme on le dit, là, en fait, c'est l'usage et l'utilisation qui va déterminer c'est quoi la variété qu'on va choisir. Parce que ce qu'on regarde, on parle de maturité et autres. Si on veut faire la semence, c'est certain que ça a une importance pour nous. Mais si on a besoin juste de la biomasse, si lui, Big Rock donne plus de biomasse, mais il n'arrive pas à maturité, de toute façon, les autres, on n'est pas capable de faire les semences ici. Comme quelqu'un a dit, 90% de réussite, c'est la bonne préparation. C'est vraiment de vérifier tout, les semences, la terre, bon drainage, la fertilisation. Une fois, on va tuer les mauvaises herbes. Une fois le panier est là, il est là. C'est une bonne... c'est ça. Oui, c'est comme on le voit ici. 3 ans minimum, il faut travailler pour le panier, et après, c'est le panier qui va travailler pour vous. En tout cas, c'est pourquoi l'activité, là, je trouvais ça intéressant de voir la comparaison des différents cultivars. Oui. On les voit vraiment leur potentiel. Et en même temps, on voit quand c'est bien implanté, qu'est-ce que ça donne. Souvent, on dit, oui, la gestion des mauvaises herbes, vous voyez ici, il n'y a pas une mauvaise... il y en a quelques-unes qui vont passer avec le jargeau qu'on voit à travers, mais c'est très rare que ça puisse passer à travers tout ce qu'on a comme densité ici. Donc, c'est quand même... Puis, nous, on a aussi le semis 2016 au sérum. Honnêtement, pourquoi Roger aime votre région? Parce qu'il pousse bien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait ici. Soit le tube de sol ou la météo, ou nous, on a pensé avec Nicolas, peut-être c'est la Brisbane aussi, un peu la montagne, que tout est protégé, je ne sais pas. Peut-être ça donne un peu de... Peut-être qu'on est aussi plus gentil. Peut-être. Mais c'est vraiment la bonne. Honnêtement, moi, j'essaierai au moins faire un essai de mélanger Sundance et le Big Rock parce que le Big Rock va supporter s'il est plus versé, c'est là comme la tendance à faire l'inverse, donc il va le supporter un peu. Outre ça, c'est quoi l'avantage de faire le mélange? Si c'est lui qui a le plus de matière, vous voyez, il pousse quand même dans votre région. La maladie aussi, mais lui, il est plus actif. Lui, il est plus Sundance, il est plus actif. Mais c'est pas si comme 5 jours que Kevin Rock. En même temps, comme je dis, ça dépend de l'usage. Ça dépend de l'usage. Si je n'ai pas besoin de grains, est-ce que j'ai besoin que ça soit mature? Et le cultivar le plus adapté pour des problèmes de drainage? Ils sont bons. Ouais. Ils sont bons, ouais. Mais ça prend toujours un sol bien drainé, hein? Oui, toujours. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Peu importe quel marché industriel je pars, soit pour la fabrication de barquettes ou autre, l'industrie demande que l'humidité soit moins 10%. C'est comme la règle générale. Puis l'humidité, puis pourquoi j'ai parlé des coop, des déchiquetés. C'est pas chaque producteur, c'est la selle. Des fois, il n'a pas vraiment de bonnes déchiquetés. C'est vraiment déchiquetés, les particules fines. Ils veulent déjà qu'ils soient livrés dans les super sac. Big bag, ils appellent, c'est ça. Big bag qui soit compacté.
pour que ça prenne moins d'espace dans le stockage. Et, en tout cas, c'est ça leur... un des avantages, la première chose, ils m'ont dit, votre biomasse, elle est volumineuse, c'est pas comme le bois. On a besoin de beaucoup d'espace pour le stocker. Réglez ça. Peut-être même voilà, ça dépend des preneurs de biomasse. Peut-être pour les vaches laitières, on n'a pas besoin de compacter, que c'est correct comme ça. Mais pour cet usage, probablement pour la fabrication des barquettes, on va voir, probablement ils vont exiger aussi, parce que c'est l'espace de stockage qu'ils veulent que soit compacté. Et pour le camion, disons, livré quelque part, oui, ça fait l'affaire. Donc ça, c'est un croisement de Kevin Rock et High Tide. Pour l'instant, ce n'est pas commercialisé, mais quand même pas si pire. Encore là, je vois mon Big Rock. Ben, Il est en amour avec Big Rock. Jacques, franchement, moi je vote aussi pour Big Rock. Ouais, hein. C'est déjà un peu avec ce qu'on voit au sérum Ouais. à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Tu sais, là, on le voit, il est super beau, mais tu sais, si on en revient au mélange, tu sais, il peut avoir des avantages aussi parce que ce qu'on observe à Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est que j'ai l'impression qu'il a poussé tellement vite, tellement haut. Qu'il Agile. À un moment donné, il y a eu une pluie, il y a eu du vent, puis il a couché finalement. Tu sais. Mais est-ce qu'il est couché vraiment? Ben, Non. Pas aplati. il est Non, non. rétractable, Mais Ok. tu sais, moi, je vois qu'il est peut-être plus sensible à l'averse. OK. Tu sais, ça peut être un facteur aussi qui peut être à déterminer ou à évaluer, mais avec un mélange, peut-être que ça réduirait justement tu sais, la verse. Oui, mais moi aussi, je voterais plus pour le mélange, mais c'est comme chacun de vous qui est... Vite regarder comme ça, il a l'air plus droit que les... Ben oui, Ben, il faut pour rien qu'il Va ait été t'accompagner. sélectionné. Hein. oui. Vous n'avez pas convaincu Jacques de Non. changer. Mais regardez Kevin Rock, c'est comme le cultivar, la variété principale qui a été choisie, vous voyez, que dans tous les croisements que Roger Sampson a fait, quand même, il est beaucoup plus versé. On voit la différence. Mais dans Kevin Rock, celui-là. ça, c'est le Kevin Rock. C'est ça c'est le... Oui, c'est ça. C'est Mais- déjà la variété plus évoluée par rapport à Kevin Rock. C'est comme le témoigne, on compare Big Rock et Kevin Rock, vous voyez les différences. Et quand même, il n'est pas versé, puis il est tout debout, le rendement est plus élevé, la hauteur est élevée. Ouais. J'ai hâte à voir les données pour comparer. C'est une variété Sunburst. Blue Jacket, on a vu au début, celui il est dérivé de Sunburst. Puis ça, c'est la variété qui est commercialisée, tu peux voir. Puis quelqu'un m'a dit, vous avez déjà ensemencé ou implanté le Chippewa? Non, on va le prendre. Ah, là, ok, le printemps prochain. C'est lui. J'ai hâte de voir. Donc, c'est ça. Il est bon aussi. La maturité est pareille à Kevin Rock. La maturité. Mais le rendement est plus élevé, la hauteur donc, elle est plus haut que Kevin Rock. Mais il est là, il est versé. Donc, c'est ça, la réduction des dormances des semences, puis la résistance à l'averse. On voit quand même qu'ils se comportent bien aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, c'est la bonne journée parce qu'hier, il pleuvait. Maintenant, on peut voir qui est versé et qui est debout. Ben, c'est ça que je disais. Hier, on était venu, il n'y avait pas de verse, rien. Donc, c'était comme, on ne peut pas savoir Ouais. c'est qui est sensible à la verse. Ouais, On a eu la chance qu'il y a la pluie et la nuit, donc on sait c'est qui a résisté et qui n'a pas résisté. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est Sundance, comme recommandé pour votre région parce que la maturité est active, mais le bon rendement aussi, assez résistant à l'averse, ben, plus résistant que ses parents. Donc, c'est comme à vous de choisir Sundance ou le Big Rock ou le mélange. Mais on peut acheter. Mais c'est comme je disais, là, Les deux. c'est sûr que c'est des éléments qui nous permettent, je parle au niveau en termes de région, de choisir, mais ce qui va être quand même plus avantageux pour nous si on avait par exemple un autre site. Je sais que le RPBQ, c'est un peu difficile pour le financement. Avoir un autre site dans l'Est, parce qu'ici, on s'entend que la Pocatière, c'est plus chaud que si je m'en vais vers Rimouski, Matane. Ce n'est plus les mêmes conditions. Là. Et puis, il est plus résistant à la sécheresse. Je crois que c'est important avec les changements climatiques et autres. C'est pour ça que je dirais je ferai le mélange. Ouais. OK. Qui va être intéressant pour aider les producteurs à faire le bon choix. Et oui, il y a les données qu'on va voir dans les parcelles comme ça, mais il faut trouver une façon de documenter ce qui se passe chez les producteurs. Parce que c'est les données réelles.
On va voir le potentiel. Moi, j'ai dit le potentiel est réel. Qu'est-ce que les gens ont fait comme pratique, qu'est-ce qu'ils ont eu comme rendement, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problématique pour aider de l'autre côté à améliorer la sélection. Que tu ne penses pas que c'est aussi un autre facteur qui peut être limitatif, le fait d'avoir peut-être un seul producteur de semences? Est-ce que si on en avait peut-être 2 ou 3, quand même, peut-être le coût... Moi, je crois, pourquoi pas, parce que je crois que si quelqu'un pourrait produire des graines et vendre les graines dans la région, ben, pourquoi pas? Vous allez avoir la même étiquette ou le même cultivar 4 fois à travers les deux grandes parcelles. Ça se passe en même temps que c'est ça même. Ici, c'est des parcelles qui ont été établies en 2011, les premières parcelles qu'on a établies ici. Vous voyez très bien encore le potentiel de biomasse que ça peut donner. Donc, ça a été semé, donc entretenu. Depuis ce temps, on ne fait que faucher. Il n'y a pas de ressemis, il n'y a rien d'autre. Et comme je le mentionnais, c'est sûr que les terres qui sont comme délaissées, ça peut être problématique dans certains cas, mais quelqu'un qui a un potentiel de mettre une culture comme ça, s'il n'y a pas urgence d'utiliser cette terre tout de suite, il peut revenir plus tard, ben là c'est plus facile de ramener ça en culture que si on laissait ça monter en arbuste et autres. Chaque chose a son usage, ça ne veut pas dire que les arbres et autres ne seront pas à leur place, mais l'implantation aussi, il faut savoir c'est quel type de terre agricole qu'on peut utiliser avec tel type de culture. Donc, exemple, ici, vous voyez vraiment la biomasse qui est encore présente, qu'on peut laisser encore quelques années. Dans la littérature, on parle de 15-20 ans. Et là, on est rendu à 10 ans, on a encore de la biomasse. Malheureusement, on n'a pas identifié, donc, mais c'est la plupart des cultivars qu'on a pu voir, en particulier le cultivar témoin qui est Kemeroc. Puis cette culture, il protège le sol contre l'érosion et autres. Donc, c'est vraiment la bonne plante. Au lieu de laisser la terre vide, il vaut mieux implanter le panique. Il absorbe le carbone. Ouais. Et aussi, ce qu'on veut voir aussi, c'est susciter l'intérêt de changer sur cette culture. On commence, c'est une culture que vous avez vu l'évolution au niveau des cultivars, ça change d'une année à l'autre, on essaie de les améliorer. Et on aimerait que les gens qui travaillent autour de cette culture aussi puissent s'échanger pour améliorer les connaissances, pas juste seulement au niveau de la science, mais au niveau des producteurs entre eux aussi. C'est quand même très intéressant. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter de faire un bon retour et comme remercier nos collègues, nos amis du captage vidéo qui ont été rendus possibles grâce à l'appui du PADA et suite à la demande d'Agroénergie de l'Est. Donc, je voulais remercier vraiment Mme Sinujana de s'être déplacée de se rendre pour venir nous présenter toutes ces parcelles, tous ceux qui sont impliqués avec Nicolas aussi pour le suivi. Et remercier le comité qui s'est impliqué pour pouvoir rendre possible cette journée, notamment Sinujana. Il y a Jacques de Agroénergie de l'Est et il y a Chantal de la MRC du Témis pour rejoindre, Yann de l'UPA, il y a Maxime du MAPAC Bassin-Laurent et moi-même. Il y a Lise qui s'est impliquée aussi au niveau de la présentation qu'a faite Jacques. Donc, vous dire merci pour vous être déplacés et pour cette demi-journée. On espère que ça vous a plu. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, on fait le suivi. L'idée, c'est vraiment d'échanger pour mieux connaître la culture et mieux accompagner les producteurs et ceux qui veulent travailler là-dessus. Sur ce, bonne journée.